Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast déconfiné qui vous parle de l'univers Microsoft. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 avril 2021 et c'est l'épisode 204. Alors pour le présenter, j'ai avec moi Florian qui est là. Bonsoir Florian. Hello Guillaume, ça va ça? Ça va, ça va. Ah tiens, t'as des nouveaux écouteurs. Oui. Et à côté de toi, nous avons Cassim qui est là mais qui n'a pas de webcam. Salut Cassim. Salut, oui, j'en ai pas ce soir, mais tout va bien. Et j'ai pas de nouveaux écouteurs, même si j'en avais une, tu ne verrais pas de nouveaux écouteurs. Zut. Zut. Bon, allez, sans plus attendre, il est l'heure de passer à la partie hardware. Alors, pour commencer cette partie, on va vous parler rapidement d'une sortie qui sent bon quand même, c'est la sortie du Surface Laptop 4. Alors, le Surface Laptop, c'est l'ordinateur portable selon Surface, tout simplement. Alors, Cassim, on a eu quelques fuites qui sont arrivées par deux sources différentes. On a appris que ce Surface Laptop devrait avoir soit un processeur AMD, soit un processeur Intel au choix. Si on est sur de l'AMD, on aura des générations précédentes. On n'aura pas du Ryzen de nouvelle génération, de la série 5, mais de la série 4. Normalement, ça sera quand même des Ryzen un petit peu boostés. Et par contre, si on est sur de la génération, enfin sur du Intel, on sera sur la 11e génération. A priori, le reste devrait être fidèle à ce qu'on connaît déjà au niveau des tailles d'écran et des accessoires. Ouais, j'ai fait le tour. Oui, clairement, ouais, ce sera un petit refresh, comme ils ont fait pour la Surface Pro, je pense. Faut pas s'attendre à grand-chose, mais ce sera intéressant, je pense, de regarder. On sent que l'annonce approche, là, parce qu'il y a eu de plus en plus de fuites. Il y a notamment une page qui est apparue sur le support de Microsoft pour des pilotes et ça a été aussi certifié par la FCC aux États-Unis, donc c'est l'organisme un peu par lequel tu es obligé de passer avant de lancer la commercialisation, donc c'est dans les dernières étapes. Donc ça montre que ça approche et puis du coup, ce sera intéressant de voir à cette conférence ou je pense pas que ce sera une grosse conférence, mais en tout cas lors de cette annonce, de voir quels sont les produits exactement qu'ils dévoilent. Peut-être en supplément de ce Surface Laptop 4, est-ce qu'ils lanceront à côté des accessoires qui pourront être intéressants ou d'autres machines, quoi. Ok, merci Cassim. Voilà, on en reparlera donc quand ils seront sortis, effectivement, ces Surface Laptop 4. Allez, je vous propose de passer au deuxième point. Alors, le deuxième point, je l'ai sur la tête, en fait, pour ceux qui ont la vidéo. C'est ce casque Xbox Wireless, donc le nouveau casque dédié normalement aux consoles de jeux vidéo de chez Microsoft, qui est vendu au prix de 99 €. Donc, c'est un casque qui reste, j'allais dire, qui est abordable, qui n'est pas bon marché, mais qui est abordable. Ce casque, donc, il se connecte à votre console avec le protocole propriétaire Wi-Fi de chez Microsoft. Vous pouvez également le connecter de cette manière si vous avez le petit adaptateur qui permet de brancher vos manettes Surface. Pas vos manettes Surface, vos manettes Xbox, pardon. Vous pouvez le connecter sur vos ordinateurs, vos smartphones en Bluetooth et vous pouvez faire comme je le fais ce soir, le brancher en USB-C. Ça marche également. Et là, il n'y a pas besoin de l'installer, il est reconnu tout seul. Donc ça, c'est quand même assez pratique. C'est un casque, moi, ça fait une dizaine de jours que je l'essaye. Donc sur la console, d'abord, il marche très bien. Il est vraiment très pratique. Je trouve que le son est bon. On se repère bien, droite-gauche. Au niveau des jeux, il est assez immersif. On reconnaît, enfin, il y a des coussinets qui sont vraiment bien épais, qui isolent plutôt bien du bruit. Et c'est vraiment confortable. Alors, il n'y a pas de réduction active de bruit, mais il y a une réduction passive, vraiment une isolation acoustique qui est vraiment très bien faite. En plus, il est confortable, il n'est pas trop lourd à porter sur la tête. Il sert juste ce qu'il faut pour tenir. Vraiment, on se sent à l'aise. On sait qu'on ne va pas le perdre. Voilà, donc c'est vraiment très confortable, bien pratique. En ce qui concerne l'audio, donc je vous ai dit pour les jeux c'est très bien, pour les voix en communication, que ce soit le téléphone ou là pour le podcast, c'est bon.
Le micro est clair du casque. Par contre, au niveau des écouteurs, un petit peu trop de grave dans les communications, mais ça reste très largement acceptable. Et là où le bas blesse, par contre, c'est si vous voulez l'écouter pour de la musique, ça va être, je trouve, un son très grave. Il y a beaucoup trop de graves qui sont disponibles, enfin, qui sont dans le casque. Et en plus, ça donne un effet de sourd. On a l'impression un petit peu que le son tourne. Et c'est ce qui est assez désagréable. Alors, si on va avoir vraiment une écoute, j'allais dire mélomane, si vous voulez écouter un peu de musique ou un podcast en passant l'aspirateur, ça va très bien comme casque. Alors, ça fait un petit peu méchant de dire ça, mais vraiment, si vous voulez acheter un casque qui vous serve et pour du jeu vidéo et pour de l'écoute musicale, de qualité, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ce casque n'est pas fait pour vous. Je pense qu'il faudra plus taper sur celui qu'utilise Florian. Mais si vous avez un budget limité et que vous voulez un casque qui soit sympa pour faire un peu de tout et très bon pour le jeu vidéo, je pense que vous pouvez aller sur ce casque Xbox vraiment les yeux fermés. Voilà. Donc pour redire un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, c'est tout simple. Il y a le casque et il y a un câble USB-A vers USB-C et un petit livret. C'est tout ce que vous avez, mais ça marche bien. Et quand vous l'installez pour la première fois sur un PC ou sur une console, vous pouvez aussi le configurer avec l'application accessoire Xbox. Donc, qui vous permet de configurer plusieurs paramètres. Alors, vous pouvez avoir un equalizer qui est quand même assez limité. Un equalizer sur 5 bandes, je trouve que c'est quand même trop faible. Vous pouvez activer la coupure du son du micro lorsque vous ne parlez pas, justement, quand vous jouez à plusieurs. Si vous arrêtez de parler, au bout d'un moment, le micro va couper tout seul et relancer l'enregistrement, en fait, quand vous allez reparler. Tu en avais parlé, Cassim. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est le fait que lorsque vous parlez, le micro va renvoyer, enfin, il vous propose de renvoyer votre voix dans le casque, comme ça, vous n'allez pas hurler. Et on a Franck, nous, dans le podcast, qui écoute le podcast, qui joue beaucoup la nuit, dans un petit appartement, et il a besoin de s'entendre. Donc, justement, le fait de pouvoir choisir à quel volume vous vous entendez dans le casque, c'est quand même très pratique. Voilà. Et puis, il y a un autre paramètre, le paramètre sourdine. Je ne sais pas, Cassim, si tu as compris à quoi il servait ce paramètre. La définition, c'est ajuster la luminosité du ton clair de votre micro. Alors, voilà. Oui, je reste perplexe. Alors, je me demande, est-ce que ça va monter les aigus pour donner l'impression que les basses sont un petit peu moins forts? Voilà. Bon, je trouve pas ça très, très net. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de la double connexion? Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester. Donc. Oui, ça marche très bien. Par contre, au niveau des connexions, il y a un truc que j'ai noté, c'est que vous ne pouvez connecter qu'un appareil en connexion Wi-Fi et un appareil en Bluetooth. C'est pour ça que là, ce soir, moi, pour le podcast, je suis branché en USB-C parce que j'ai appairé en Bluetooth sur mon téléphone. Ouais. Alors que si tu veux, j'ai un petit casque à conduction osseuse qui marche en Bluetooth uniquement et qui, lui, peut s'appairer à plusieurs appareils et il va prendre le son de l'appareil que tu es en train d'utiliser. Et je trouve ça beaucoup plus sympa. Tu vois, je pensais que ce casque pourrait reconnaître plusieurs appareils Bluetooth et prendre celui qui est actif. Oui, non, mais clairement, c'est vrai que ça fait partie des limitations. Surtout qu'il y a de plus en plus d'appareils qui peuvent se connecter à plusieurs appareils Bluetooth et qui arrivent vraiment à se souvenir au moins de plusieurs profils. Donc c'est vrai. Parce que tu peux avoir classiquement un ordinateur, un smartphone. Déjà, ça te fait 2 appareils sur lesquels tu le connectes en Bluetooth. Ensuite, tu vas avoir une console. Bon, là, tu vas passer avec le protocole direct. Après, un souci que j'ai eu, moi, j'ai d'abord appairé le casque sur l'ordinateur. Donc, très bien, j'ai pu aller sur accessoires Xbox tout de suite sans problème. Par contre, quand j'ai voulu me connecter à la console, j'ai eu pas mal de soucis de connexion et j'ai été obligé de refaire un appairage complet pour pouvoir me rappairer à la console. Et ensuite, voilà, j'ai pu m'appairer en Bluetooth sans problème sur le téléphone. Et c'est pour ça que tu vois, là, je reste en USB-C. Je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai pas besoin de jouer sur les réapparages. Ouais. Voilà, c'est un des défauts de ce casque. Mais voilà, pour ce prix-là, on n'est pas à 100 balles, on est à 99 €. Voilà, je me dis, est-ce que on peut lui reprocher de ne pas faire tout ça? Il faut surtout comparer aux autres classes du même prix. J'ai pas eu de visu, mais je pense que Cassim en a probablement mieux plus que moi. Après, c'est compliqué parce que je trouve le marché
Si on parle des casques de jeux vidéo, ils ont beaucoup moins de fonctionnalités en général à ce prix-là. Et je pense, par exemple, moi j'ai un casque pour mon PC qui m'a coûté un peu plus cher que ça. Je dirais 120 €, quelque chose comme ça. Et qui, selon moi, offre un meilleur son, mais il est beaucoup moins bien construit. Tu vois, il est beaucoup plus plastique, il craquelle. Et puis, je pense pas qu'il offre, enfin, il offre pas de double connexion comme ça, et je crois pas qu'il soit compatible avec les consoles même. Donc c'est très limité. Il y a plusieurs problèmes comme ça, et il n'a pas du tout la même autonomie. Mais oui, c'est vrai que l'autonomie est excellente. J'ai oublié de le dire. On fait largement une journée d'écoute presque en continu sans avoir besoin de recharger le casque. Ouais. Et donc, je pense qu'à ce prix-là, on fait pas beaucoup mieux. Enfin, disons que c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est intéressant, malgré les défauts qu'il a. Après, si on a un budget qui est plus large, il y a clairement d'autres alternatives qui sont bien meilleures en termes d'audio, en termes sur plusieurs critères. Mais c'est le rapport qualité-prix qui est assez bon sur ce casque. C'est assez rare venant des produits Microsoft. C'est ça. Mais ils le font plus souvent sur les produits Xbox, justement, qui sont grand public. Donc là, ce casque, il rentre un peu dans cette stratégie-là. Et puis, est-ce que c'est un casque vraiment jeu, ou est-ce que c'est un casque, imaginons quelqu'un qui veut pas s'acheter un Surface Headphone qui est trop cher, est-ce que ça peut remplacer ça en mode moins cher si t'as pas besoin de la cancellation, qu'on appelle ça, de la réduction de bruit? Pour moi, dans les casques mobiles, par contre, casque smartphone, il va y avoir bien meilleur à 100 € que ce casque propose, parce que les casques à 100 € mobiles, ils ont que du Bluetooth à proposer, ils n'ont pas justement à t'offrir une double connexion, ils n'ont pas d'autres choses à gérer qui prennent du budget sur le coût de fabrication. Ouais, d'accord. Et du coup, en casque purement mobile, voilà, smartphone, tablette, PC en Bluetooth, quoi, uniquement Bluetooth. Je pense qu'il y a mieux à 100 € que le casque Xbox. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai écrit un petit test qui sera publié sur le site de Lifetime, mais en conclusion, je veux rappeler que c'est quand même un casque Xbox qui est dédié aux consoles, et le confort d'utilisation de ce casque lorsqu'on joue est très très bon. Et je pense que si on le remet dans ce pourquoi il a été créé, pour moi à la base il est quand même créé pour la console, il est très bon, il est très immersif, ça nous coupe de ce qu'il y a autour, et on est vraiment plongé dans le jeu. Moi j'ai commencé avec Assassin's Creed, et c'est vrai qu'entre les bruits de l'environnement et autres, t'es dedans, c'est super intéressant. Voilà, donc je trouve d'ailleurs, juste pour compléter ce que tu dis, un point fort, enfin tu l'as mentionné tout à l'heure, le point fort du casque, et je repense à mon argument par rapport au casque mobile, un élément fort de ce casque Xbox, du coup, ça va être son micro, et aucun casque mobile, comme tous les casques mobiles, même les Surface Headphones ont des micros intégrés au niveau des oreillettes et n'ont pas de vrais micros tiges comme ça. Du coup, la qualité du son du micro, elle est souvent très médiocre sur tous les casques Bluetooth. C'est rarement très bon. Voilà. Là, le son, il est bien meilleur. Mais tout ça est très physique. C'est de la physique. C'est juste le micro qui est près de ta bouche. Hein. C'est ça, tout simplement. Pas de mystère. Donc, en fait, moi, je voyais ça comme une sorte de Surface Headphone bas de gamme, mais non. En fait, c'est carrément des produits différents pour des buts différents. Complètement. Oui. Après, il y a un petit défaut. Alors, j'ai pas dit, mais vous avez un bouton là qui est sous l'oreillette gauche qui permet de couper le micro. Là, et on voit qu'il n'y a plus de lumière. Et donc ça c'est bien. Et juste au-dessus, vous avez le bouton pour allumer et pour éteindre le casque. Et moi, je sais que quand je mets mes mains pour bouger le casque, j'ai tendance à appuyer sur ce bouton et à éteindre le casque, ce qui est fort embêtant. Surtout qu'un appui bref permet d'éteindre le casque. C'est pas un appui long où là, je pourrais y penser, dire zut, hop, j'enlève mon doigt. Non, c'est un appui bref et j'éteins le casque. Ça fait partie des défauts. Je l'aurais pas mis à cet endroit-là. Ouais, et le défaut, c'est le fait que ça allume la Xbox. C'est ça. Sans que tu en aies forcément envie. Après, pour revenir, tu disais que c'était un casque avant tout pour la console, donc ça suit une certaine logique. Juste, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une option pour laisser le choix. Quitte à ce que ce soit activé par défaut. Bien sûr, activé par défaut, mais que tu ailles dans accessoires Xbox et que tu désactives ça. Ou que ce soit dans ta Xbox aussi qu'on puisse le désactiver, tout simplement. Voilà, mais bon, pour 99 €, je le conseille si vous êtes joueur et si vous voulez un petit casque à tout faire. Voilà, qui craigne pas trop. Je pense que pour la maison, c'est officiel. Enfin, c'est rassurant aussi d'avoir un accessoire qui est officiel, tu vois. Je trouve.
Ouais, et il fait qualité quand même quand tu l'as en main. Il fait vraiment qualité. Voilà, il n'a pas à rougir face à des grands, comme le casque que Florian va nous présenter maintenant. Oui, enfin moi ça va pas être un test vraiment très avancé vu que je l'ai reçu il y a seulement quelques heures et que je l'ai testé on va dire un quart d'heure. Donc, mais moi en fait il m'est arrivé un petit truc la semaine dernière, c'est que on m'a cambriolé ma voiture et j'avais malheureusement laissé mes Surface Headphones dedans. Les 1. Bah oui, les A. Donc, bon, au début, je voulais pas en racheter. Finalement, au bout de quelques jours, ça me saoulait parce que pris l'habitude de ranger en les utilisant, utiliser le noise cancellation pour mes soucis d'acouphènes et compagnie, ça m'aidait assez bien. Et finalement, j'ai dit, je vais en racheter, je vais prendre les deux au passage, hein, tant pis. Et donc, j'ai eu les Surface Headphone 2 et ça m'a permis de voir un petit peu la différence par rapport au 1. Alors, honnêtement, au niveau sonore, pour moi, c'est du pareil au même, hein. J'ai pas vu la moindre différence au niveau du son. Après, bon, comme je dis, j'ai pas fait de test super avancé. Au niveau design, c'est quasiment le même. On va dire qu'on a des petites différences, c'est-à-dire que les anciens, on pouvait pas aller à 360 degrés comme ça avec ça bloquait à ce niveau-là. Là, on peut tourner dans les deux sens. Bon, on dit c'est du. Allô, vous m'entendez encore? Parce que j'ai Oui, appuyé bien, sur on le bouton. t'entend. Ok. Bon. J'ai entendu bip bip, alors oula, j'ai coupé mon casque. Non. Pareil, ils ont changé un peu la forme des boutons, ils sont plus simples à accrocher, à détecter au doigt. Avant, ils ressortaient pas. C'était des boutons avancés, mais ils sortaient quasiment pas. Maintenant, tu les sens, ils ressortent. Bon, en gros, c'est de la finition pour améliorer un peu le système. Après, il y a quelques améliorations aussi au niveau de la batterie. Avant, il me disait, quand il chargeait à fond, il me disait que j'avais 12 heures. Maintenant, il me dit que j'ai 18. Donc, je pense qu'ils ont quand même bien augmenté d'un tiers, ce qui est pas mal. Il me propose maintenant d'utiliser mon casque dans les applications Office. J'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire avec, mais apparemment, je peux faire des choses. Tu peux faire de la dictée vocale sous Word, par exemple. Il m'a dit, voulez-vous activer votre Surface Headphones avec Office? Je suis, oui, on verra. Je sais pas ce que ça fait, mais apparemment, c'est possible. Il y a quelques changements au niveau système, c'est que l'ancien était très intégré avec Cortana, et là, il n'y a absolument plus rien. Alors, ça t'étonne, toi? Bah non, il y a du plus et du moins bien. Oui, c'est ça, Cortana. Pourquoi tu parles de Halo, toi? Ça parlait de beaucoup, en fait, avant. Parce que dès que tu l'allumais, le premier, ça disait « Bonjour, je suis Cortana, vous êtes connecté à machin, machin et machin. Il vous reste tant de pourcents de batterie. » Voilà. Et en gros, tu avais parfois 15-20 secondes avant que ton casque s'active vraiment et que Cortana qui te parlait à chaque allumage. Maintenant, ça dit « Salut, ça fait connecté à tant de pourcents de batterie restant. » C'est pragmatique. Et c'est pareil, quand tu restes appuyé sur le bouton de synchronisation, avant ça disait vous êtes maintenant en mode synchronisation, vous allez vous connecter à votre appareil. Et maintenant ça fait mode synchronisation. Donc, tu vois, c'est mieux d'un côté, mais d'un autre côté, honnêtement, maintenant j'ai l'impression que c'est un robot. Ils ont même pas laissé une voix naturelle comme Cortana, c'est devenu un truc très très robotique. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage quand même. On perd un petit peu, on perd un petit quelque chose là-dedans. Bon, après, on y gagne beaucoup quand même aussi, parce qu'on va dire qu'elle parlait un peu beaucoup Cortana. Et de toute façon, même si j'avais encore les Surface Headphone 1, il devait y avoir une mise à jour de firmware ce mois-ci, justement, qui dégageait toute cette partie Cortana. Donc, c'était la fin. Voilà. En avantage également, vous en avez parlé tout à l'heure pour le truc Xbox, c'est qu'avant, je pouvais me connecter à plusieurs appareils en même temps, en Bluetooth, mais il ne savait pas gérer le son de plusieurs sources à la fois. C'est-à-dire que je me souviens, je parlais à quelqu'un au téléphone sur mon Android qui est connecté à mon casque. Si j'avais une notification sur Windows, la notification passait au-dessus de mon appel qui était coupé, que j'entendais pas pendant le temps de la notification. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça a été corrigé. La notification arrive et ça coupe pas mon appel. J'ai les sons des deux appareils en même temps maintenant avec celui-là. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont amélioré la gestion du Bluetooth. Ils ont mis des trucs en plus, mais en tout cas, c'est déjà un gros point. C'était mon gros point noir du premier et ça ils l'ont corrigé, donc clairement c'est mieux. Après, bon, si vous avez le premier, je pense pas que ça vaut le coup de racheter juste pour ça, hein, mais peut-être que ça a été corrigé dans la mise à jour firmware. C'est possible, mais je sais pas si ça c'est corrigeable en firmware ou pas. Je pense que si. C'est pas impossible. Mais en tout cas, bon, c'est une belle petite évolution. C'est bien que continuer de travailler dessus, c'est assez logique. Après. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. J'ai pas testé grand chose, donc voilà. Sans prix. Ah oui, mais c'était malheureusement 250 €, ce qui est quand même bien plus cher que le casque Xbox. Donc, on n'est pas dans la même gamme de produits non plus. Mais je me demande d'ailleurs, techniquement, je pourrais utiliser qu'une Xbox celui-là si je voulais. Je pense que oui, Cassim. Non?
Il peut Non, pas? non, parce que justement, la Xbox n'est pas compatible avec le Bluetooth. Enfin, pardon, je vais rectifier mon propos. Tu ne pourrais pas l'utiliser de façon sans fil avec une Xbox, puisque la seule façon de se connecter sans fil avec une Xbox, c'est le protocole propriétaire Wi-Fi de Microsoft, qu'intègre le casque Xbox. Mais tu pourrais Celui-ci. utiliser la prise jack en reliant à ta manette Xbox, en gros, et Ouais, mais là, ça, tu c'est aurais le son. pénible. Bon, Au moins, d'accord, ça se mais connecte sur ta manette, au moins. Donc oui, c'est déjà ça. Mais je trouve que ça fait pas très loin de Microsoft. Ça. Ils auraient quand même pu, même si c'est pas Oui. aussi adapté, Ouais. forcer un minimum. Ça, Je je pense suis qu'ils ont. entièrement d'accord. Ah ouais, ils auraient pu mettre cet adaptateur Microsoft intégré. Bon. Je pense qu'ils Bon, auraient dû mettre le protocole dedans, en fait. Parce que, après, le problème est le même chez tout le monde. La Switch ne gère pas le Bluetooth non plus, et la PlayStation ne gère pas le Bluetooth non plus. Et du coup, les Sony XM et quelques, les casques Sony, ne sont pas non plus compatibles avec la PlayStation. Donc, pour le coup, le problème est un peu à l'échelle de l'industrie, mais je suis d'accord que ça reste un problème. C'est un problème chez tout le monde, mais c'est un problème quand même. Ok. Bon, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de ces deux casques qui sont pour chacun à recommander dans une gamme de prix fort différente et pour des Après, utilisations complémentaires. je pense qu'il y aura des promos hein, comme le 1. Le 1, je l'avais eu à 100 euros, quoi. Donc Oui, il y a mais tu toujours des l'avais eu promos. en refurb, hein, comme on Ouais, dit, reconditionné. Oui, oui, en oui. reconditionné. Oui. Voilà. Allez, on ferme cette partie matérielle et on attaque la partie 2. Alors pour la partie 2, on va parler Microsoft, on va parler Windows et applications, surtout navigateur. Alors on va commencer d'ailleurs avec le navigateur de Microsoft. Vous savez que Edge est passé en version Chromium depuis un peu plus d'un an et que c'est un succès en fait pour Microsoft. Les utilisateurs semblent revenir sur le navigateur maison et on est à un petit peu plus de 8% de part de marché. Donc Edge est passé au-dessus, enfin devant Firefox. Bon, on est toujours loin de Chrome qui galope à presque 70% de part de marché, quelque chose de dingue. Voilà. Donc pourquoi ces gains? Bon, je pense que c'est basé sur Chromium d'abord, que Edge intègre maintenant. On a plein de petites fonctionnalités qui sont quand même pas mal sympas. On a les QR codes qui sont le générateur de QR code qui est intégré, les collections que moi je trouve quand même très pratiques, des outils pour la lecture et la notation des PDF, la réduction intelligente des notifications, la stabilité qui est quand même assez impressionnante, une consommation qui est plutôt réduite dans la gestion des différents onglets. Alors Florian, tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi. Et des Attends, trucs sympas j'arrive, comme moi, ça. j'arrive. Je finis juste. Et Vas-y. ces onglets qu'on peut aussi afficher de manière verticale et faire disparaître le bandeau de titre en haut de son navigateur pour avoir un plus grand espace d'affichage. Pardon. C'est quand même plein de petites fonctionnalités qui au quotidien sont super sympas, je trouve. Bon, tu voulais râler après ce que j'avais dit. Non, je vais pas râler, je veux dire que pour moi c'est identique à Chrome. Hein. Si je m'en sers toute la journée, à la fin j'ai 15 Go de RAM qui est bouffé par Edge. Hein. Pour moi c'est pareil. D'accord, bon. Cassim, tu as des choses à rajouter là-dessus? Ouais, je sais pas, je saurais pas expliquer, mais si ce n'est que, bah, après, moi, je suis très content de Edge et je pense que c'est une solution par défaut qui convient à beaucoup de monde et je pense qu'il y a des petites nouveautés qui sont intéressantes, des petites spécificités comme ça de Edge qui peuvent être intéressantes par rapport à Chrome sur le bloqueur de tracker par défaut, ce genre de choses. Qui peuvent être voilà, qui peuvent être intéressantes. Ça va pas aussi loin que Firefox ou d'autres navigateurs alternatifs, mais c'est une bonne première approche, je pense, pour le grand public. Et du coup, je trouve que tu ne perds rien finalement à abandonner Chrome pour Edge, hormis La si vraiment. synchronisation, la Ouais, synchronisation contre Google fait mal à beaucoup de monde. Hein. J'ai vu beaucoup de monde qui râle, qui veulent pas perdre leur synchro. c'est compréhensible, hein, c'est compréhensible, mais comme ils proposent une synchronisation qui est assez complète avec Android côté Edge Bah oui. aussi, je pense que la transition peut aussi se justifier, mais je comprends bien sûr quand tu es dans l'écosystème Google, tu peux avoir envie de rester quoi. Mais au moins on perd pas en termes d'extension, de fonctionnalité, de performance en passant de l'un à l'autre.
Ok, merci. On continue à parler de Edge avec une fonctionnalité qui est arrivée pour les utilisateurs de Edge en version Canary et qui devra arriver prochainement pour les utilisateurs ordinaires. Jusqu'à présent, lorsque vous ouvrez une page web et qu'il y a un fichier vidéo ou un fichier audio qui est disponible sur la page, il va être lu en lecture automatique. Et Microsoft a proposé une option qui va permettre de limiter cette lecture automatique aux sites que vous consultez fréquemment. Et alors ça, c'est déjà activable dans Edge Canary. Et par contre, Microsoft devrait également travailler et proposer d'ici peu la possibilité de bloquer la lecture automatique. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Et je n'attends que ça, cette arrivée de cette fonction, pour bloquer la lecture automatique des vidéos ou des fichiers audio. Parce que bon sang que... Voilà, si je veux lancer la lecture d'un fichier, je peux appuyer sur le petit triangle. Ça lance la lecture, c'est facile. En fait, la fonction en soi, elle est déjà dans la version stable de Edge, mais c'est pas activé par défaut. Enfin, faut aller faire fouiller dans les paramètres avancés de Edge pour aller changer le paramètre pour que ce soit bloqué bloqué par défaut sur les sites que tu fréquentes peu. Oui. Il n'y a aucune possibilité pour un moment de bloquer totalement. Comme tu l'as dit, c'est en développement et ça arrivera bientôt. Je pense que c'est pas trop méchant ça à développer. Je pense pas. Mais le changement qui vient là avec Canary, c'est le fait que du coup le changement par défaut est fait. Est fait par défaut justement, le changement qui passe de tout autoriser à seulement autoriser les sites sur les sites fréquentés régulièrement. Ah ouais. Merci pour la précision, Cassim. Et je crois que Florian voulait nous parler de Edge sur Linux, mais quelle hérésie d'utiliser un produit Microsoft sur Linux. Ah. Il n'y a pas grand chose, je veux juste dire que Edge pour Linux avance vraiment pas mal. Il supporte maintenant les comptes Microsoft, c'était pas le cas jusque-là, donc ça permet de synchroniser avec les autres OS. Et pour moi, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment une alternative à Chrome, parce que bon, tant que tu n'avais pas la synchronisation, c'était encore assez limité. Également, ils améliorent un petit peu, ils utilisent maintenant il y a un nouveau thème qui utilise maintenant GTK+, c'est la boîte à outils, une des boîtes à outils graphiques les plus utilisées pour Linux, qui permet d'avoir Edge qui utilise le même charte graphique que les autres applications Linux. Et par exemple, si on utilise Ubuntu, ça va utiliser de la couleur d'accentuation du fond d'écran d'Ubuntu comme couleur d'accentuation du navigateur. Alors c'est assez sympa, bref, ils s'intègrent bien à Linux, ils font du boulot, ils font pas juste une version basique et je trouve ça sympa. Je pense qu'ils pourraient aussi prendre des parts de marché de ce côté-là. D'accord. Le peu de parts qui est possible de prendre. Voilà, merci. Allez, on continue cette fois-ci. On va laisser Edge continuer à s'améliorer et puis on va parler d'une petite information. Alors, j'ai découvert en lisant l'actu tech cette semaine que Discord était à vendre et que Microsoft avait proposé à peu près 10 milliards pour les racheter et pour acheter à peu près 140 millions d'utilisateurs mensuels également. On en sait un petit peu plus, Cassim ? On sait que, comme tu l'as dit, on en sait un peu plus sur le fait que déjà, par exemple, que c'est Phil Spencer, le patron de Xbox, qui dirige apparemment les négociations directement avec Discord, ce qui est logique puisque Discord, historiquement, c'est avant tout un service qui s'est adressé aux joueurs de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, ils sont un peu en train de grossir au-delà du jeu vidéo. Oui, pour faire la classe à distance, par exemple, ce genre de truc. Non, mais en vrai, c'est vraiment une plateforme qui est intéressante pour beaucoup d'usages et je trouve que quand tu l'utilises, tu sens qu'il y a énormément de potentiel au-delà du jeu vidéo pour quelque chose de ludique, sans être du jeu vidéo, de pratique à utiliser autour de communautés spécialisées sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, la plupart des jeux vidéo ont un serveur Discord officiel, la plupart des développeurs ont un serveur Discord officiel, mais au-delà de ça, tu as de plus en plus d'influenceurs, de sites, etc., qui ont aussi leur propre serveur Discord. Où tu peux venir converser. C'est pratique, je trouve. C'est quelque chose de beaucoup plus accessible que Slack, par exemple, tout en étant aussi un bon remplaçant pour des choses comme Skype ou comme TeamSpeak, par exemple, il fut un temps, ou Mumble, parce que c'est clé en main, que c'est accessible sur le web, que tu n'es pas besoin de créer un compte pour accéder à un serveur, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et donc, c'est un service qui a énormément grossi, mais qui est toujours indépendant. C'est toujours une start-up en soi. Et elle a beaucoup grossi ces dernières années, mais elle est totalement privée, elle n'est pas cotée en bourse. Et justement, a priori, ils ont sondé en fait pour un éventuel rachat. Alors, c'est pas encore fait du tout.
Apparemment, il y a eu plusieurs candidatures sur la table, notamment celle de Microsoft. Celle de Microsoft est désormais la plus avancée en fait parmi les candidatures, et ils sont en négociation exclusive avec Microsoft pour un éventuel rachat. Mais aux dernières nouvelles, ils réfléchissaient encore à potentiellement une ouverture en bourse. Donc, de mon point de ce que j'en comprends, c'est pas tant un problème pour Microsoft, du coup, dans l'équation, qu'un problème surtout côté Discord. C'est-à-dire, Microsoft, évidemment, ils sont ultra partants pour racheter Discord parce que déjà, en ce moment, ils ont le chéquier qui les démange. C'est Et clair. ensuite, parce que ça fait longtemps que Nadella veut choper une communauté en ligne. Ils ont complètement loupé jusqu'à présent le web et les réseaux sociaux d'une manière générale. Là, ce serait la première fois qu'ils auraient, entre guillemets, un réseau social puissant, assez Qui populaire fonctionne sur Internet, déjà. Ouais. qui fonctionne. Et donc forcément, ça les intéresse. Ils avaient raté le rachat de Pinterest pour je ne sais plus combien de milliards de dollars, mais c'était une énorme somme. Je vous demande si c'était pas 50 milliards, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est un truc démentiel. Et ils ont aussi raté le rachat de TikTok pour des raisons plutôt politiques cette fois. Et du coup, évidemment, je pense que Discord, ça les intéresse énormément, surtout que 10 milliards, c'est une broutille pour eux, une bouchée de pain, et que en plus, je trouve que ça a énormément de sens à tous les niveaux pour Microsoft. Par rapport à Xbox, c'est intéressant. C'est intéressant par rapport à Xbox, parce que du coup, ça leur donne une sorte de service multiplateforme qui d'un coup est déjà parlant pour les gamers. Et en plus, dans Discord, tu as un abonnement payant que tu peux intégrer facilement au Game Pass, et ça fait encore plus de valeur pour le Game Pass. Et en même temps, en dehors de Xbox, ça veut dire basculer probablement Discord chez Azure, et donc ça fait beaucoup de serveurs, ça fait du client pour Azure qui est facile. Ça fait aussi probablement un service grand public qui serait assez pratique pour être un peu le bras armé grand public de ce qu'est Teams pour les professionnels, même si Microsoft essayait aussi de placer Teams comme un truc familial. Je pense que il y a peut-être moyen d'articuler quelque chose plutôt autour de Discord qu'autour de Teams pour le grand public. Tout ça, voilà, j'ai l'impression que ça a du sens à plein de niveaux pour Microsoft, donc forcément, je pense que c'est banco pour eux. Mais c'est Discord qui est plutôt, est-ce qu'eux, ils n'ont pas envie de rester indépendants ou envie de se mettre en bourse? Je pense que c'est leur question de leur côté. Et a priori, donc, la discussion serait presque, le but serait de finir les discussions en avril. Donc on devrait bientôt être fixé, quoi. D'accord. Merci, Cassim. Je vous propose de continuer avec un gros dossier sur Windows 10 et ce qui nous attend de Windows 10. Alors, je vais commencer avec une news plutôt légère, Florian. J'ai pensé à toi quand je l'ai vu. De nouvelles icônes sont arrivées dans la dernière build de Windows 10, la build 21343. Alors, Florian, t'étais content de les voir? Oui, enfin, il n'y en a qu'une, je pense. C'est la dernière build. Il y a une nouvelle icône pour Paint, voilà. Qui arrive sur le store. Ouais, mais on a vu aussi les belles icônes pour tout. Alors, il y a le bureau, les documents, les téléchargements, les images, les vidéos, les disques physiques, la poubelle, et Paint. Ah oui, ça c'est dans la build précédente. Oui. Ils refont tous les icônes Windows pour avoir une cohérence graphique dans tout l'OS. Bon, cette fois, ils vont vraiment le faire. C'est pas comme... comment ils avaient appelé ça il y a 2-3 ans là. Ils avaient déjà un projet où ils avaient rien fait. Oui, mais ça arrive de temps en temps. Projet Néon, non? Chose comme ça. Le projet Néon, c'est ça. Projet Néon, ils devaient déjà faire tout. Mais cette fois, c'est vrai, pour Sun Valley, ils doivent refaire toutes les icônes de façon cohérente. Okay. Bon, on y croit. Bon, alors ça, c'était la petite news légère, mais on a appris aussi d'autres choses qui arrivaient dans la version Cobalt pour Sun Valley. Donc là, je te laisse en parler un petit peu, Florian. Oui, alors Microsoft a forqué, donc a créé une nouvelle branche pour les builds Windows 10, c'est la branche Cobalt. Cobalt, donc, ça correspond à la prochaine version de Windows 10 qui doit être normalement, si tout se passe bien, la 21H2, donc la version qui sortira en fin d'année 2021. Et c'est censé être cette version qui sera Sun Valley, qui amènera donc, qui sera la première vraie nouvelle version de Windows pour les PC bureaux depuis 1 an et demi, depuis 20H1, je crois, ou 19H2, je ne sais même plus. C'était quand la dernière officielle? Enfin, bref, dernière grosse, bref, peu importe. Depuis un bon moment, en tout cas. Et c'est donc celle-ci qui doit vraiment amener beaucoup de nouveautés sur le Windows Bureau. C'est la première version qui sera chapeautée par Panos Panay. Donc, il a dit qu'il veut remettre Windows sur le devant de la scène et que ce soit un OS moderne et facile à utiliser.
Bref, on commence à avoir donc des premières builds pour tester ça. Et donc, comme Guillaume a dit, ils ont déjà refait toutes les icônes. Ils commencent également à refaire pas mal de changements en profondeur. On sent vraiment que par rapport aux builds précédentes qu'on a depuis 3-4 ans, tout était toujours très stable. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il ne changeait pas grand-chose dans le cœur de Windows. Mais là, je veux dire, l'explorateur plante énormément, la barre des tâches plante, le menu démarrer plante. Bon, je dis pas ça en négatif, hein. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler en profondeur sur toutes les couches de l'OS, et c'est une bonne chose. Pour moi, que ça plante, ça veut dire qu'ils sont en train vraiment de revoir le code de plein de choses à la fois, et qu'ils vont vraiment faire une nouvelle version avec pas mal de nouveautés. C'est qu'ils sont en train de revoir Windows en profondeur. Et c'est la première fois que ça arrive vraiment depuis 5 ans, depuis Windows 10. Donc, on a quelques petites nouveautés. Bon, évidemment, on est encore loin de la fin du développement. Donc, bon, on a par exemple déjà un petit menu qui est dédié aux webcams pour vraiment configurer sa webcam dans les paramètres. Je crois que Cassim en avait parlé également. On avait un problème, quelque chose pour régler la luminosité, c'est ça? Je ne sais même plus. Enfin, j'ai pas lu les docs, Oui, désolé. tu peux régler le contraste et la luminosité sur ta webcam. Oui. Et tu as un système aussi qui va permettre de gérer la qualité de ton image pour économiser la batterie si tu es sur ordinateur portable. Mais qui normalement est désactivable si tu veux toujours produire une image de très haute qualité. Oui, oui. Et donc, ils retravaillent également sur la barre des tâches et le menu démarrer énormément. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez comprendre en gros, on a un processus Explorer qui gère tout l'explorateur dans un seul processus. C'est-à-dire que si une partie de l'Explorer plante, vous voyez bien que toutes vos fenêtres de Windows ferment, votre barre des tâches disparaît et tout ça redémarre. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois. Oui. Et ils sont en train, dans les premières bulles, de séparer le menu démarrer et la barre des tâches du reste de l'Explorer. Donc on peut imaginer que si votre barre des tâches plante, il n'y a que elle qui redémarrera. Si votre fenêtre Explorer de plante, il n'y aura que celle-là qui redémarrera. En gros, ce sera dans des processus séparés. Et si un truc plante, ça n'entraînera plus tout le reste de l'explorateur avec. Ils ajoutent des petites options. Ils sont en train de tester par exemple une fonction pour redémarrer avec toutes les applications ouvertes. Alors ça marche plutôt pas mal, ça j'aime bien moi. Tu coches dans ton menu démarrer, redémarrer et réouvrir toutes nos applications. Et quand tu redémarres, il te réouvre vraiment toutes les applications, tous les onglets exactement comme tu étais. Ils testent également quelques petites nouveautés sur la façon de gérer les drivers. Ils veulent stocker les drivers de Windows dans un dossier, une partition séparée du reste de Windows pour dire En fait, c'est exactement comme dans Windows 10X, l'idée de stabiliser l'OS de cette façon. Ils font évoluer également le système Linux. Maintenant, on commence à avoir déjà le support des applications Linux graphiques. Et ça, pour moi, c'est quand même un grand pas en avant. De ce côté-là, pour l'instant, c'est pensé plus pour les développeurs, mais je pense que ça pourrait être utilisé par pas mal de monde. Pour ceux qui ont la visio, je crois que je l'ai là. Oui. Si on est sur un système Linux, il suffit de lancer une application graphique Linux, et voilà, ça s'ouvre comme une application Windows tout à fait classique dans sa propre fenêtre, ça apparaît dans la barre des tâches, bref, on sent vraiment pas qu'on est sur une application Linux, hein. Donc on peut ouvrir n'importe quel fichier Windows, ça fonctionne, bref, ça tourne comme une application Windows, et ça marche super bien. Et ce qui est pas mal également, c'est que ça s'intègre également dans le menu démarrer Windows, c'est-à-dire que chaque application graphique Linux que tu installes sur ton système Linux est détectée et apparaît dans un menu du menu démarrer. Donc je trouve que ça va bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer et que ça peut devenir à l'avenir vraiment quelque chose qui serait utilisé par plus que les devs, par aussi le grand public. C'est plutôt pas mal. Okay. Juste pour rajouter un petit point, moi un truc que j'ai noté, c'est général au build en ce moment qui sort dans Windows 10, c'est pas un truc spécifique, mais c'est le fait qu'ils sont en train de nettoyer le menu démarrer, la partie toutes les applications. Ils sont en train de faire un travail pour le réarranger et le nettoyer. Je sais qu'il y avait un travail sur le fait que les applications, actuellement, quand elles s'installent, à créer un dossier, historiquement dans Windows, créer un dossier dans le menu démarrer dans toutes les applications. Ils voulaient faire en sorte que si ton dossier, il y a qu'un seul raccourci dedans, il me semble que il va y avoir que le raccourci, et il n'y aura pas le dossier qui s'affichera, il y aura juste directement le raccourci vers l'application. Ils veulent aussi fusionner pas mal de dossiers qui étaient dictés plutôt par Microsoft au niveau des accessoires Windows, tout réunir un peu dans des outils, dans un seul dossier d'outils. Je trouve ça c'est plutôt bien vu pour le grand public, je trouve, de
Et on l'a vu aussi, je pense, avec la suppression de 3D Viewer ou des trucs comme ça dans des builds précédentes. Je pense qu'il y a Panos Panay derrière qui a dit bon, on arrête les conneries. Maintenant, je veux que notre Windows 10, par défaut, quand tu l'installes, il y a 10 applications. Les 10 applications, elles sont listées dans le menu démarrer, dans l'ordre. Il n'y a pas de sous-dossier, il n'y a pas 46 000 trucs derrière. Voilà, il faut que ça reste simple et cohérent, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de ça. On a des applications qui vont sortir du système. Tu as parlé de Paint, Florian, donc qui va pouvoir être mis à jour directement via le store. On a aussi l'application de capture d'écran quand vous faites Windows Shift S. Cet outil va pouvoir être mis à jour en dehors du système maintenant aussi, à partir de la version définitive à 21H2, ça sera mis à jour normalement par le store et plus lorsque l'OS est mis à jour. C'est juste qu'ils suppriment la version non-store qui traînait encore, la vieille version Win32 d'il y a 10 ans qui était là. Mais bon, au moins comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc les gens, quand ils installeront leur Windows, ils auront quelque chose de propre. Allez. On continue, Florian, cette fois-ci, avec ta partie. C'est la partie jeux vidéo. Alors, on va commencer. Florian qui disparaît à l'image. Attention, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Donc, avec l'arrivée du xCloud, peut-être en avril, et puis sur xCloud, des nouveautés qui arrivent, notamment quelques titres que je n'ai pas nommés, Cassim, qui sont pas flambants ce mois-ci, et quelques départs de jeux plutôt anciens chez EA Play. Bon, je ne sais pas si tu veux en parler plus. Oui, on peut rapidement mentionner. Oui, le Xbox Game Pass, c'est pas son plus gros mois. En même temps, on sort d'un mois qui était historique. Ouais. Donc, du coup, c'est assez logique qu'ils ne peuvent pas toutes les 2 semaines annoncer tout plein de jeux. D'autant qu'ils ont quand même lancé là. Il y a quand même 2 ou 3 titres qui sont intéressants à noter. Outriders, déjà, qui avait déjà été annoncé avant, mais du coup, ça a été concrétisé le 1er avril. Donc, du coup. Ça fait partie de ces jeux d'avril, donc je pense que ça explique aussi pourquoi ces 2 premières semaines d'avril sont moins fortes en termes de nouveaux jeux, parce que ils viennent de sortir quand même un jeu à triple A, donc un jeu à gros budget d'un éditeur tiers dans le Game Pass. Et d'ailleurs, c'est un gros succès cette addition au Game Pass. Le jeu est dans le top 3 des jeux les plus joués sur Xbox, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, etc. Donc juste derrière Fortnite et devant des gros titres comme FIFA et compagnie, donc ça lui fait du bien au jeu. Et l'autre titre que je voulais mentionner, c'était alors GTA V qui était déjà présent, il fut un temps qui revient, mais en fait ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il revient avec une compatibilité xCloud justement. Donc ça veut dire que c'est la première fois que GTA V est jouable depuis n'importe quel smartphone sur Android en cloud gaming, ce qui est quand même assez impressionnant en soi quand on connaît la popularité du jeu. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis MLB The Show 21 qui arrivera plutôt vers la fin du mois d'avril. Tu viens de me griller ma dernière news. Ah, mais oui, mais c'est dans le Game Pass. On parle du Game Pass, autant les. Oui, mais je parlais surtout d'xCloud en fait, mais tant pis. Ah, j'avais pas bien compris je croyais que tu me disais que des jeux arrivaient dans le Game Pass. Oui, mais tu as raison aussi, tu as raison. Je n'ai pas saisi la nuance. Oui, du coup, j'ai commencé à en parler. MLB The Show, qui est un jeu de baseball, mais pas n'importe lequel, puisque c'est un jeu développé par Sony San Diego, donc par un PlayStation Studio, ce qui est quand même assez rigolo. Donc c'est le premier jeu PlayStation Studio qui sort sur Xbox et le premier jeu à arriver dès son lancement dans le Game Pass. Donc ils doivent être ravis chez Sony, je pense, parce qu'ils l'ont un peu appris en même temps que nous. Non, ça c'est Comment ils peuvent ne pas le savoir? C'est le commanditaire, c'est MLB qui a demandé à ce que ce soit une sortie multiplateforme. Donc Sony savait très bien. Alors, Sony savait que le jeu sortirait sur Xbox, mais il ne savait pas forcément que le jeu serait distribué dans le Game Pass dès son lancement. Ah oui. Oui. Ça, a priori, ils l'ont un peu appris sur le tard, pas forcément totalement en même temps que nous, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que ils l'ont un peu découvert comme ça. Donc je pense qu'ils ont dû être ravis, sachant que ils sont pas forcément très favorables au système d'abonnement et tout ça. Ils sont plutôt à vendre leur jeu. Et du coup, factuellement, il y a un jeu PlayStation Studio qui va sortir fin avril et qui sera à 70 € sur PlayStation et à intégrer gratuitement dans le Game Pass côté Xbox. Donc je pense que ça tire un peu, ça fait un peu grise mine. Ouais.
Mais passons. Et oui, tu me disais qu'effectivement qu'il y a des jeux qui arrivent sur xCloud. C'est vrai, j'avais déjà oublié. C'était déjà il y a quelques jours, j'ai déjà oublié. C'est pas mal de jeux Xbox et Xbox 360. Ça, c'est intéressant. Oui. Jusqu'à présent, xCloud, les jeux dans le cloud gaming, c'était que des jeux Xbox One. Oui. Et donc, à présent, ils arrivent à faire de la rétrocompatibilité en cloud gaming. Et donc, il y a des jeux comme Banjo-Kazooie ou Viva Pinata qui sont disponibles en xCloud. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont disponibles avec les contrôles tactiles. Donc ça, c'est très cool. Ils en ont profité pour annoncer qu'il y avait désormais 50 jeux qui étaient jouables directement au tactile. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense que moi, j'ai toujours du mal quand ils montrent des jeux type Gears ou des jeux un peu action. Voilà, moi, le tactile, j'ai beaucoup de mal pour manier un jeu vidéo. En revanche, quand je vois qu'il y a des jeux comme Dragon Quest 11, par exemple, qui est un RPG au tour par tour japonais, avec beaucoup d'histoire, etc. Là, je me dis que ça peut être beaucoup plus cool, ou des petits jeux de plateforme, ou des petits jeux indés. Là, il y a beaucoup de potentiel, je pense, pour des contrôles tactiles directement. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, mais tu vois, tu parles de tout ça qui arrive sur xCloud, mais quand est-ce qu'on va avoir xCloud sur nos PC d'ailleurs? Est-ce que Microsoft pourrait pas annoncer ça très prochainement? Par exemple, dans une conférence ce mois-ci, Cassim? Alors, théoriquement, ils ont dit bientôt. Ils ont répété bientôt il n'y a pas longtemps, mais il y a, d'après les sources de Marie-Jo Foley, journaliste pour ZDNet.com, qui est souvent quand même plutôt bien informée, même si la Xbox c'est à peu près autant sa spécialité que pour Florian. Elle aime bien le répéter régulièrement qu'elle aime pas trop Xbox, qu'elle s'en fiche un peu de tout ça. Elle préfère parler d'Office et de Dynamics et tout ça là. Chacun son truc. Hein. Oui, chacun son truc. Mais du coup, elle a ouï dire quand même qu'il y aurait une conférence en avril qui serait intitulée, en tout cas qui aurait comme nom de code un peu What's Next for Gaming. Donc, qu'est-ce qui va bientôt arriver dans le gaming et qui serait une conférence, vu le nom et vu qu'elle s'intègre dans une série de conférences que Microsoft organise tout autour de ses produits. Il y aurait un What's Next for Windows, etc. Pour l'industrie, pour Office, etc. Ce serait quelque chose de très business, on n'aurait pas des annonces de jeux vidéo, on n'aurait probablement pas le trailer du prochain Halo ou de je ne sais quel jeu. Ce serait quelque chose de beaucoup plus service, plateforme, etc. Et donc probablement le bon moment pour lancer xCloud effectivement sur PC. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée d'en profiter. Oui. J'espère qu'il y aura d'autres choses qui pourront annoncer. Je ne sais pas, un partenariat avec Ubisoft, non, j'en sais rien. Mais ce serait le bon moment pour annoncer pas mal de trucs autour du Game Pass, autour des mises à jour Windows, peut-être de la Game Bar, des choses comme ça, des nouveautés majeures. Mais voilà, pas des jeux vidéo directs, mais des trucs autour du jeu vidéo. Ok, merci Cassim. Et peut-être qu'on apprendrait que le Live Gold va disparaître. Non, je sais pas, je dis des bêtises. Je dis ça. Ah oui, je dis ça parce que il y a le Live Gold qui voit arriver des jeux et qui sont assez critiqués maintenant. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on disait ouais, les jeux du Live Gold sont super sympas. C'est vrai que chez PlayStation, ils offrent pas forcément toujours autant de jeux ou des jeux d'aussi bonne qualité. Là, depuis quelques temps, c'est vrai que le niveau semble avoir baissé sur le Live Gold. Alors c'est vrai qu'il y a le Game Pass qui permet d'avoir des jeux assez top. Mais c'est vrai, les jeux qui arrivent, il y a deux jeux Xbox One, et après c'est des vieux jeux Xbox 360. C'est pas non plus des trucs qui font trop rêver. Ouais, non, surtout que en face, PlayStation Plus, par contre, enchaîne les mois avec des énormes sorties, des choses comme Final Fantasy VII Remake ou des gros jeux qui sortent directement dès leur sortie dans le PlayStation Plus. Il y a eu Control Ultimate Edition il n'y a pas longtemps aussi. Donc c'est des vrais gros jeux qui sont pas si vieux que ça cette remake il a 1 an et c'est un jeu à très haut budget et très populaire donc c'est forcément intéressant. Là, il y a le Xbox Live Gold, c'est des jeux comme Vikings, The Wolves of Midgard, Dark Void ou Truck Racing Championship qui sont quand même, tu sens un peu les fonds de panier, le truc que tu reçois, tu sais que tu as dans les bacs à Carrefour. Oui, à 2 €. Voilà, dont tu n'as pas trop entendu parler. Enfin, je veux pas en fait, ça me gêne beaucoup parce que j'ai écrit un papier sur le sujet et t'as pas envie d'être méchant avec les jeux en soi. Les jeux, ils ont rien demandé, les développeurs non plus. Je veux pas être méchant avec les jeux. Ça se trouve, il y a des jeux de très bonne qualité, mais c'est juste que
tu sens bien que c'est pas des jeux qui ont demandé énormément de budget pour que Microsoft puisse les ajouter au Xbox Live Gold par rapport à ce qu'ils ajoutent dans le Game Pass. C'est pas un gros cadeau. Objectivement. Et du coup, tu sens que tout le budget, il est parti côté Game Pass et que le Live Gold, il a plus grand-chose. Le seul mois qui était à peu près correct ces derniers temps, c'était le mois de février où il y a eu Gears 5, il y a eu Resident Evil, le remake, le tout premier remake. C'est pas le mois où ils nous ont annoncé aussi la hausse du prix du Live Gold? Exactement, c'était le mois où ils ont annoncé la hausse de prix sur lequel ils sont revenus en arrière. Et comme par exemple, le mois suivant est d'un coup tout pourri. Alors, est-ce que si on avait accepté la hausse de prix, ils auraient redoublé d'efforts pour offrir des bons jeux, voilà. Ou est-ce que c'était vraiment juste pour faire passer la pilule sur le mois ils se sont dit, tiens, on va faire un petit effort sur le Live Gold. Et encore, c'était quand même juste pour offrir Gears 5, qui est pas non plus... qui commence à avoir un certain âge et qui est forcément... Factuellement, et en plus, le problème, c'est que les jeux, ils sont dans le Game Pass depuis... les jeux Microsoft, ils sont déjà dans le Game Pass. Donc, oui. t'es encore moins intéressé à l'idée de les avoir. Et tout ça pour dire que du coup, oui, le Live Gold en tant que tel, quand on le prend de façon isolée face au PlayStation Plus, il est plus très intéressant, il est plus très cohérent parce qu'en plus, tu payes pour un accès à des serveurs multijoueurs auxquels tu as accès gratuitement quand tu es dans l'écosystème Microsoft, mais que tu n'es pas sur Xbox, ce qui est complètement incohérent. Voilà, il y a tout un ensemble de problèmes autour du Live Gold. Ils le gardent parce que ça rapporte des sous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais ils ont plein d'abonnés et ça rapporte des sous tous les mois. Il y a plein de joueurs Xbox qui acceptent de payer. Et donc tant que... il faut rappeler, Cassim, que le Live Gold, il est inclus dans le Game Pass. Ultimate seulement. Ultimate, pardon. Du coup, et je pense qu'il compte énormément sur le fait que petit à petit, les gens migrent vers le Game Pass Ultimate, qui est quand même beaucoup plus intéressant en termes de tarifs. Il est plus cher théoriquement si on ne fait pas des astuces de conversion et tout ça. Sur le papier, il est plus cher. Hein. Le Live Gold, t'en as pour 5 € par mois en prenant des cartes de 12 mois. Le Game Pass Ultimate, c'est de l'ordre de 13 € par mois. Donc, c'est une grosse hausse de budget. Mais dans le Game Pass Ultimate, il y a tellement plus de choses et c'est tellement plus intéressant que c'est difficile de ne pas conseiller le Game Pass Ultimate à la place. C'est ça. Mais du coup, le Live Gold, on verra bien quand est-ce qu'ils le supprimeront. En attendant, il est quand même optionnel maintenant il va être optionnel très rapidement pour les jeux free-to-play, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, et oui. Les jeux free-to-play enlèvent des fonctionnalités au Live Gold. Vous savez que les nouveaux jeux gratuits vont avoir des serveurs accessibles gratuitement, et puis il y a d'autres fonctionnalités comme les recherches de groupe. Ouais, c'est ça. Voilà, les recherches de groupe, les chats de groupe qui seront accessibles aussi dans les free-to-play gratuitement. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, pour ces deux dernières fonctionnalités, d'ailleurs toutes ces fonctionnalités, c'est encore en bêta et ça va arriver bientôt, mais pas tout de suite. C'est ça, bientôt. On sent, c'était en alpha il y a encore quelques semaines et c'est arrivé très rapidement en bêta, je crois. Donc on sent que ça va être une question de semaine plus qu'une question de mois, quoi. Ouais, d'ici juin, début juin, on peut jouer au free-to-play. Donc j'imagine Fortnite, par exemple, plus besoin de Live Gold pour jouer à ce jeu. C'est évidemment le jeu ciblé par cette mesure qui est, factuellement, Fortnite était gratuit sur Switch et sur PlayStation et tu demandais un abonnement sur Xbox, qui était c'est fou. Assez fou, quoi. À mon avis, que tant que ça rapporte des sous, ils n'arrêteront jamais de lancer. Oui, mais il faut voir entre l'investissement que ça leur demande et ce que ça leur apporte, parce qu'il y a peut-être au bout d'un moment, ça va leur coûter plus cher que ce qu'ils vont gagner. Vous savez que les abonnements MSN Premium de 1999 sont encore disponibles, hein, et ils tournent encore. Il n'y a plus rien qui fonctionne dessus, mais apparemment, vu que ça rapporte encore des sous, ils n'ont jamais supprimé le truc. Hein. Tu sais, tu peux payer 100 $ par an pour un abonnement MSN Premium qui te donne accès à peu rien en fait maintenant. Parce que tout est disponible gratos à côté. Mais il est sur le store. Certes, je pense quand même que pour l'abonnement Xbox Live Gold, comme fut un temps l'abonnement Games for Windows Live Gold, va disparaître parce que c'est quelque chose qui est un peu plus sous le feu des projecteurs et qui peut poser problème. Je trouve en particulier, en fait, le point qu'on soulevait tout à l'heure, c'était les jeux mensuels. C'est le fait que tous les mois, à la fin du mois, ils annoncent leur nouveau jeu dans le Live Gold et tous les mois, les gens sont déçus, quoi. Globalement, c'est de la merde. Et du coup, tous les mois, il y a une mauvaise image qui est donnée à Microsoft et en fait, ils se tapent une mauvaise réputation tous les mois sur un événement
comme ça réguliers, c'est ce qui est complètement bête en fait pour pas grand chose. Je pense qu'ils auraient presque plus intérêt à dire qu'ils filent plus de jeux du tout et à juste faire que le live goal, quitte à baisser, tu baisses de prix de, je sais pas moi, 5 € sur l'année, un truc comme ça, un truc ridicule, et tu dis bah désolé, on n'offre plus de jeux avec, mais vous gardez ceux que si vous en avez déjà, vous les gardez. Au moins ils auraient pu cet événement mensuel où ils auraient quelque chose de négatif quoi. Ah ouais. Ils passent pour des rapias. Non, je suis méchant. Mais si, en fait, c'est un peu ça, quoi. Bah, c'est fou, mais en même temps, c'est vraiment le truc. Enfin, quand tu te réfléchis, c'est le fait que Microsoft, ils ont à la fois le meilleur service de jeux vidéo du marché et le pire, quoi. C'est ça qui est, l'un et l'autre en même temps, quoi. C'est quand même assez fou. Microsoft. Oui. Voilà. Bon, mais je crois, messieurs, qu'on a réussi à faire le tour de cette actualité sans dépasser l'heure. Incroyable. Pas mal. 1950 alors? Vous l'avez oublié? Ouais, bon. Tu crois que... Non, moi je crois pas. Peut-être dans 15 jours, si t'es sage. Ok. Allez, en tout cas, merci beaucoup à toi Florian, merci beaucoup Cassim. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr partager cet épisode sur les différents réseaux. Vous pouvez nous contacter en laissant un message en commentaire sur la page de l'épisode sur le site de Lifetile ou bien sur la page YouTube de l'épisode. Bien sûr, on est disponible et joignable sur Twitter à l'adresse @Lifetile podcast tout en un seul mot. Ben voilà. Oui. @Lifetile podcast, Florian. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben non. Ah là là. Bon allez, je crois qu'il est l'heure d'aller coucher Florian. Portez-vous bien, on vous donne rendez-vous normalement dans 15 jours, à moins qu'on ait un problème d'organisation comme ce fut le cas la semaine dernière, mais la chose a été résolue cette semaine. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Salut.